communautarisme est parfois dénoncé par ses détracteurs comme une forme de repli sur soi, comme une peur de l'autre, comme un refus du monde moderne. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Qui commence ? Écoutez, moi, pour commencer, je pense que pour dédramatiser, dédiaboliser ce terme, trop souvent mal vu, notamment quand on a le malheur d'être français de souche, je pense qu'il faut d'abord bien le définir, expliquer que le communautarisme, tout le monde le pratique finalement, entre personnes de la même religion, entre personnes avec des avis politiques communs. Moi, je le pratique avec mes militantes, puisque c'est vrai qu'on est toutes passionnées de politique et on a tendance, c'est vrai, à se replier entre nous, à avoir finalement que nous. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait, que tout le monde pratique. Et je pense qu'il faut aussi redéfinir un petit peu ce terme-là et montrer que ce n'est pas un danger puisque tout le monde le fait finalement. Je pense que c'est la première chose à faire pour montrer que ce n'est pas un gros mot que de se communautariser entre nous. Alors le communautarisme, quelque chose de naturel. Est-ce que Victor ou Françoise, vous auriez quelque chose à ajouter à cela ? Oui, c'est vrai, je pense que c'est tout à fait naturel, le communautarisme. On le voit dans nos régions, dans nos départements, dans nos villages. Le communautarisme, c'est pas un repli sur soi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais il y a pour les médias dominants, il y a un bon et un mauvais communautarisme. Donc, le bon communautarisme, à leurs yeux, ce serait le communautarisme des autres, et le mauvais communautarisme serait notre communautarisme, c'est-à-dire le fait de se retrouver ensemble, de partager ensemble les mêmes joies, de partager les mêmes et aussi les mêmes préoccupations, et surtout de sauver notre civilisation, de sauver nos coutumes et de sauver notre âme, si j'ose dire. Et oui, c'est le melting pot qui ne fonctionne pas comme à l'américaine. Mais en France, on le constate avec les cités qui se communautarisent grandement. Dans cette période de crise que nous connaissons, justement, selon vous, sur quelles institutions on peut s'appuyer pour ce combat de communautarisation des Français ? Pour ce combat, je pense d'abord à la formation. Il y a beaucoup d'institutions qui existent aujourd'hui et qui se permettent de se former et aussi de rencontrer des gens avec des points communs entre nous. Je pense à l'Institut de formation politique, grande institution à Paris, qui fait un énorme travail pour que la jeunesse de droite se retrouve entre elles et se connaisse. Et je pense que c'est une bonne chose. Il y a aussi des groupes plus, on va dire, pragmatiques, tels que l'équipe communautaire Paris, le CP, qui permet de se rendre des services entre Français. Et je pense que on peut s'appuyer sur ce genre d'institutions pour ne pas se sentir seul, car je pense que le gros problème aussi qu'on peut rencontrer aujourd'hui quand on refuse ou qu'on ne connaît pas, en tout cas ce principe de se retrouver entre nous, c'est aussi à une certaine solitude qu'il faut absolument casser et qui, en tout cas je crois, est malheureusement trop présente en France. Victor Aubert, justement, sur le communautarisme, vous organisez tous les ans, on le rappelle, des universités d'été à Academia Christiana. Qu'est-ce que vous faites concrètement, vous, pour communautariser un peu cette base ? Alors, je pense que pour moi, la communauté, c'est quelque chose de naturel. Enfin, c'est quelque chose qui se construit naturellement. C'est d'une certaine manière une aspiration naturelle que chacun d'entre nous, vers laquelle chacun d'entre nous peut être porté, même si effectivement on a une société très individualiste et qui, d'une certaine manière, par la consommation, par la course des salaires, etc., a tendance un peu à nous dresser les uns contre les autres. Alors, ce que nous, on propose avec Academia Christiana, communautariste, c'est aussi un institut de formation politique, premièrement. C'est d'abord une formation. Moi, je pense que les institutions sur lesquelles on doit s'appuyer, ce sont vraiment les institutions qui touchent la jeunesse. Je pense que c'est très important de recréer une dynamique en commençant justement par la base et par ceux qui seront les hommes de demain, en les formant, en leur donnant justement une conscience de leur propre identité, conscience finalement d'assumer aussi tout le passé qu'ils doivent porter et découvrir aussi et se réapproprier. Et il me semble vraiment fondamental de commencer vraiment surtout par cet aspect de formation. Ensuite, je pense qu'il y a des cadres particulièrement communautaires. Enfin, de ce que je peux vivre en tant que chrétien, je trouve que les écoles libres sont aussi des lieux autour desquels se greffent des familles, qui sont des lieux finalement dans lesquels on reconstruit quelque chose. Les paroisses le sont aussi. Alors, elles sont parfois... la vie des paroisses peut parfois être compliquée, mais néanmoins, je pense que ça constitue un des cadres naturels de la communauté. Et puis, je pense aussi qu'il y a on peut retrouver dans les petites villes, en essayant aussi de s'impliquer à l'échelle locale pour sa mairie, une tentative aussi d'être un acteur
pour du bien commun au quotidien, là où nous sommes. Voilà. Alors, et ça me paraît à l'échelle locale quelque chose de plus envisageable que dans une immense métropole. Bien sûr. Justement, à l'échelle locale, concrètement, quelles sont les clés pour se communautariser, pour s'engager et vivre la vie de la cité, finalement? Je vais laisser Victor répondre à cela. Je crois qu'il maîtrise assez bien le sujet. Alors, à l'échelle locale, ce qu'on peut essayer de développer, simplement à un échelon communautaire, quand il y a un groupe de personnes, je pense que l'échange, tout simplement, de dons et contre-dons, permet de recréer une solidarité. C'est-à-dire de ne pas passer systématiquement par des structures marchandes. Par exemple, quand aujourd'hui, on nous propose de louer du matériel, on nous propose de tout est payant, tout devient marchand, la garde d'enfants, le covoiturage, les maisons de retraite. Autant de choses qui, autrefois, pour nos anciens, étaient des choses qui passaient uniquement par l'échange. Nos parents s'étaient occupés de nous, donc il était normal qu'on s'occupe de nos parents une fois qu'ils étaient dans un âge dans lequel ils avaient besoin d'une assistance. De la même manière pour les enfants, moi ce que je vis au quotidien, ayant quitté un peu Paris, sur les gardes d'enfants, on garde réciproquement les enfants des uns et des autres quand on a besoin, et c'est un système finalement de fait assez ancestral et assez communautaire du don et du contre-don. Qui permet déjà simplement à une échelle à taille humaine de rentrer dans une dynamique communautaire. Et puis, de manière plus large, je pense qu'à travers la politique locale, et notamment au sein des associations, sans parler encore déjà même de l'échelon municipal, il y a vraiment quelque chose qui est à notre portée et dans lesquels on peut s'investir, en étant pompier volontaire, en étant membre d'un club sportif, en étant membre bénévole d'une association culturelle, historique, etc. Ça permet de recréer du lien social. Ça permet petit à petit en fait, de relancer cette dynamique justement dans laquelle notre époque a été un peu écartée du fait du confort, du fait aussi de tout un système finalement qui fait que finalement on n'a plus besoin des autres et que l'argent devient l'intermédiaire de toute relation. Voilà. Je rajouterais aussi par rapport au niveau local la force aussi des maraudes, le fait d'aller aider aussi des gens qui sont SDF à la rue et qui finalement sont peut-être pas si différents que ça de nous. Et je sais que l'Alvarium à Angers ou l'Octorum de Versailles fait un travail énorme à ce niveau-là, un travail régulier, un travail annuel pour refaire, en fait, recréer ce lien social dont parlait Victor à juste titre et refaire aussi que ces gens qui sont trop souvent considérés, on leur donne de l'argent, il y a encore cet aspect presque financier qui revient même auprès des SDF et on oublie peut-être aussi trop le côté humain et les personnes de la rue sont des gens qui manquent beaucoup finalement, qui ont perdu plus le côté humain et qui ont peut-être plus besoin de chaleur humaine et de discussion et que l'on s'arrête avec eux plutôt que de leur donner une pièce. Je pense qu'en tout cas c'est important aussi au niveau local penser aussi à ces choses-là. Alors la formation, le militantisme, mais concrètement, quand on n'est pas parti de Paris comme vous, Victor, comment est-ce qu'on fait pour résister quand on habite en métropole parce qu'on est coincé par son travail ou parce qu'on n'a pas les moyens d'aller investir encore dans la province ou dans une petite campagne tranquille? Comment concrètement, quelles sont les clés pour survivre dans les grandes villes? C'est compliqué parce que dans les grandes villes, en plus comme Paris, où financièrement, ça peut être aussi un peu compliqué de privilégier des quartiers plus tranquilles plutôt que des quartiers comme le 19e ou la banlieue parisienne qui est certes moins chère, mais aussi où l'insécurité est bien plus importante et on ne se sent plus chez nous. C'est un petit peu compliqué, sauf quand on choisit un 9 mètres carrés comme moi dans un très beau quartier de Paris, mais c'est pas le choix de tout le monde, sauf qu'on a une famille évidemment et qu'on a notre travail ou certaines choses qui nous relient à Paris. Je pense que là encore, il faut aussi compter peut-être sur l'aide des autres. Pourquoi pas, tous décider d'aller tous dans un quartier pour essayer peut-être de le rendre plus vivable ensemble, tout en n'étant pas dans des soucis financiers. Il y a peut-être cette idée-là qui pourrait être développée. Après, évidemment, ça passe aussi par le militantisme, le militantisme ou l'associatif, peu importe, le fait de se retrouver entre nous pour survivre et pour en fait avoir ce moment dans la semaine où on se dit j'ai une semaine un petit peu compliquée avec, dans les transports en commun, on est toujours confronté parfois à une certaine violence, à une insécurité qu'on ressent
tout le temps, hein, par des regards, voilà. Et en tant que femme, je pense on le ressent particulièrement aussi. Peut-être, voilà, le fait de se retrouver une fois par semaine est déjà très important. Alors, ça peut être par le biais de la messe, évidemment, par le biais du militantisme pour d'autres. Et voilà, il existe plein de choses, même boire c'est militer, finalement, ça peut être aussi dans un local. Voilà, totalement, dans un local associatif. Mais voilà, je pense qu'il y a ce qui permet de survivre, en tout cas, c'est triste d'utiliser ce terme aujourd'hui, mais c'est l'importance dans ces grandes villas que de se retrouver et d'avoir ce moment sacré entre nous pour voilà, tout simplement pouvoir un peu évacuer tout ce qu'on a pu vivre pendant la semaine. Alors justement, dans les grandes villes, mais également un peu partout maintenant, l'islamisation du pays progresse. Est-ce que c'est uniquement la cerise sur le gâteau du péril migratoire ou finalement, est-ce que c'est un danger à traiter de façon plus spécifique? Je crois que vous vouliez intervenir sur la question, Françoise. Mais je pense que l'islamisation de notre pays n'est que la conséquence de l'invasion migratoire que nous subissons depuis les années 70 avec Giscard d'Estaing et le grand patronat, et que Jean Raspail avait décrit dans le camp d'Estaing. Donc cette islamisation galopante c'est le fait que nous avons depuis maintenant plus de 40 ans accueilli entre guillemets chez nous des dizaines de millions de musulmans venant principalement d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, mais également du sous-continent indien et beaucoup aussi des pays balkaniques. Je pense au Kosovo, je pense à l'Albanie et surtout à la Turquie. Et cette islamisation maintenant nous le constatons tous les jours. Elle envahit notre société, elle envahit nos villes, elle envahit même nos villages. Le danger est avant tout le fait que nos institutions républicaines jouent la carte de l'islamophilie. Ils jouent la carte de l'islamophilie depuis des années parce que cette carte de l'islamophilie, c'est d'autant plus grave que nous sommes atteints du phénomène de la repentance, la colonisation, le monde des médias, le monde de la culture. Nous sommes conditionnés par la repentance et le péché mortel de la colonisation. Et il suffit pour s'en persuader de voir que la chasse aux Zemmour ou la chasse au Camus est ouverte 24 heures sur 24. Donc, à partir de là, on nous parle de menaces islamistes. Alors certes, la menace islamiste existe. On a vu, c'est finalement la piqûre de rappel de l'islamisation, parce que nous avons vu récemment à Nice et à Chanteloup-les-Vignes que on en a fait la même expérience. Mais finalement, nos compatriotes voient à ce moment-là, ces crimes, ces assassinats, la décapitation de Samuel Paty nous a permis de voir, et a permis à nos compatriotes de voir la réalité de l'islamisme. Mais en même temps, nos compatriotes ont peur, sont paniqués, et à ce moment-là, ils vont avoir une attitude de soumission à l'égard de l'islam. Et je pense qu'actuellement, l'islam rampant est beaucoup plus grave que le terrorisme islamique lui-même. Parce que l'islam rampant, depuis maintenant 20, 30 ou 40 ans, nous voyons tous les jours des femmes voilées, des musulmans en tenue traditionnelle. Nous avons le phénomène du halal qui fait florès dans tous les supermarchés et dans l'ensemble de la France. Et je crois que, contrairement à ce que pensent certains, il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme radical. C'est la même chose. L'islam est une religion de conquête. Nos
Nous le savons depuis la chute de Byzance, depuis Vienne. Nous savons que c'est une réalité historique, c'est une réalité politique. Nos amis, en 1974, nos amis chypriotes l'ont vécu. On le vit tous les jours en Serbie, au Kosovo, dans toutes ces parties de l'Europe contaminées par l'islam, avec malheureusement l'appui des Américains, on le sait, c'est une réalité. Donc il n'y a pas d'entente possible entre l'islam et la République. Je suis désolée, c'est une vaste blague. Jean-Yves, vous aviez peut-être quelque chose à rajouter. On n'a pas parlé de la communautarisation qu'on peut éventuellement envisager entre peuples européens. Est-ce que vous auriez des choses à dire sur cette question ? Alors, je vais d'abord faire un commentaire sur ce qui a été dit. Ce qui me frappe dans les interventions précédentes, c'est qu'à plusieurs reprises est venu le terme la communautarisation, c'est naturel. Et par conséquent, il faut l'accepter. On la constate chez les autres et il faut l'accepter et la promouvoir chez les nôtres. Comment elle se fait ? On a parlé du territoire, on a parlé de la famille, on a parlé de l'école. Et je crois qu'un des premiers éléments de la communautarisation, c'est l'école. Alors, sous différentes formes, à la fois par les écoles privées hors contrat, mais qui ne représentent qu'une toute petite parcelle, finalement, de la scolarisation, par les écoles privées sous contrat, et parfois même par le choix du logement en fonction de l'école publique. C'est-à-dire qu'il y a un véritable choix communautaire à partir du moment où il y a des enfants à élever, il y a de fait un choix communautaire qui se fait, y compris d'ailleurs chez des gens qui affichent des opinions politiques tout à fait progressistes, mais quand il s'agit de scolariser leurs enfants, vont faire un choix communautaire, soit de l'école, soit du quartier. Je crois que c'est la première forme de communautarisation, comme on l'a vu d'ailleurs pour d'autres communautés. Par exemple, la communauté juive s'est regroupée autour de ces écoles au départ, ou d'un certain point de vue, la communauté catholique conservatrice a tendance à se retrouver du côté de Versailles. Ce sont des éléments de communautarisation qu'il faut tout à fait accepter. C'est naturel et il faut plutôt encourager cela. S'agissant de l'école, je pense qu'il y a un problème très particulier et assez grave, c'est que le système de l'éducation nationale, qui consiste à affecter les professeurs là où personne ne veut aller, consiste de fait à affecter les gens qui sortent des concours de recrutement de l'éducation nationale dans la Seine-Saint-Denis ou l'Académie de Créteil, ce qui fait qu'on ne trouve plus de professeurs. Et je pense que si on voulait avancer dans le sens de la communautarisation, il faudrait accepter qu'on puisse être professeur, qu'on soit candidat pour être professeur dans certains quartiers ou dans certains types d'établissements, et pas dans les ZEP, dans les zones sensibles, ZEP, oui. Parce qu'au moins on trouverait des bons professeurs pour les zones qui ne soient pas en ZEP. Et je crois qu'en voulant imposer de mettre les mêmes professeurs partout, eh bien le résultat, c'est qu'on décourage le recrutement des professeurs, et ça c'est grave, parce que les professeurs, c'est quand même ceux qui transmettent dans le privé hors contrat, dans le privé sous contrat et aussi dans le public. En tout cas, c'est ce qu'ils devraient faire. Ce n'est pas les mêmes formes de concours d'ailleurs. Mais justement, si on abandonne ces zones d'éducation prioritaires, ces fameuses ZEP, comment est-ce qu'on fait? C'est des territoires abandonnés de la République finalement. Comment est-ce qu'on s'en sort? Et je crois que c'est déjà le cas. Il me semble qu'on a déjà des zones de non-droit en France. On a déjà des Français qui quittent ces zones-là pour aller vers donc ce qu'on parle aujourd'hui d'exode urbain, donc soit vers des campagnes, soit vers du périurbain choisi, plus calme, dans lesquels finalement la mixité, la variété, la mixité ethnique est moins intense. Donc je pense que c'est même pas en fait finalement une question de politique, c'est une question finalement c'est une question de fait, voilà, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Après, je pense qu'il y a un point important à souligner, c'est que les Français qui quittent ces zones qui sont atteintes par tous les périls liés à l'immigration
le font souvent pour leur propre sécurité, pour leur propre confort, et pas dans une optique de communautarisation choisie, consciente, voulue, etc. Et je pense que un des rôles, en tout cas notamment des instituts de formation, mais aussi des mouvements politiques, c'est de faire prendre conscience aux Européens qu'ils ont une communauté, qu'ils ont un héritage et qu'ils ont un intérêt, d'une certaine manière, pour finalement peut-être redevenir un peuple vivant, de se rassembler et de retrouver justement un lien qui donne du sens à leur vie. Donc je pense vraiment que cet exode urbain doit être aussi réorienté dans une dynamique communautaire choisie et consciente. Alors, si on quitte la ZEP et qu'on se rend dans la ZAD, j'ai une question un peu originale. Est-ce que la ZAD, finalement, la zone à défendre, ce concept de gauche qui a été créé, de petits territoires communautaires, est-ce que c'est une utopie de gauche ou c'est finalement l'avenir de notre civilisation ? Alors, je ne sais pas si je réponds en premier, mais pour moi, la ZAD, c'est déjà, ce qu'on peut reconnaître de bien dans la ZAD, c'est que c'est premièrement la défense d'un territoire, quelque chose que je pense qui nous parle. Souvent, ces territoires, ils vont être utilisés avec les principes du localisme, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce territoire dans lequel on va développer une agriculture locale, etc. Il y a une communauté qui se recrée dans la ZAD. Après, je pense qu'effectivement, il faut purger la ZAD de ses scories immigrationnistes, égalitaristes, crasseuses, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que les gens de droite ne bâtissent pas leur propre ZAD ? Oui, ça c'est une question intéressante. Je pense que plusieurs éléments, c'est qu'en fait, il y a une mentalité de droite qui fait que les gens de gauche ne sont pas attachés aux mêmes choses que les gens de droite. La carrière, les grandes écoles, le confort et le luxe. Et je pense qu'il faut d'une part une révolution des mentalités là-dessus, retourner à une certaine forme de simplicité volontaire, qui fait qu'on est capable finalement de renoncer à un certain nombre de luxes qui peuvent être en soi légitimes quand tout va bien, mais qui dans une situation comme la nôtre deviennent des empêchements finalement à construire, à agir, à bâtir. Et puis d'autre part, je pense qu'un élément qui me paraît vraiment crucial dans nos futurs ZAD, c'est de développer un écosystème social et politique qui permette justement aux partisans de ces nouvelles communautés d'être moins vulnérables face aux coups durs de l'État. Je pense qu'il faut que nous développions des entreprises dans les secteurs finalement les plus essentiels, à la fois l'alimentation, et on le voit, il y a de plus en plus de gens autour de nous qui se relancent dans l'agriculture, dans l'élevage, etc., dans le vin, dans l'alcool. Le milieu des brasseries artisanales est quelque chose qui est extrêmement florissant aujourd'hui, mais également aussi dans d'autres domaines, dans le domaine du vêtement, dans le domaine de l'éducation, comme on l'a dit, des médias également, comme on est ici présent, et en fait que finalement cet écosystème nous fasse vivre, c'est-à-dire que nous soyons à la fois des consommateurs et en même temps nous fasse vivre aussi, enfin nous le fassions vivre en tant que consommateurs, mais il nous fasse vivre à la fois dans ce qu'il nous apporte et puis aussi dans le travail qu'il peut nous proposer. Ce qui nous permet d'avoir une certaine forme d'autonomie et justement de bâtir cette zone à défendre, enfin de tenir cette zone à défendre. Alors, moi, je voudrais réagir aussi par rapport à ça. Moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire de ZAD, de zone à défendre, c'est que normalement, on est chez nous et qu'on ne devrait pas avoir de territoire à défendre. Dans un État sain et normal, il n'y aurait pas de ZEP, en fait, tout simplement. Il n'y aurait pas de cité et puis des zones de non-droit. Malheureusement, on n'est pas dans un État sain ou naturel, en tout cas. Je pense que le gros problème est là, mais ça, c'est une question de temps et malheureusement, le temps est passé. Donc oui, alors la question des ZAD est intéressante parce qu'en effet, c'est une question, je crois, de survie, en tout cas, maintenant, mais je suis un peu mitigée aussi sur ça parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes Français qui ne pensent pas comme nous, qui sont aussi happés, je crois, parce qu'ils cherchent un idéal. Ils le trouvent parfois dans la religion musulmane et dans des cultures très fières et très fortes qui sont tellement fortes et nous qui avons une culture en tout cas générale assez faible finalement, sauf pour évidemment nos futurs zadistes peut-être, mais que voilà, on a des brebis perdues, je crois, et juste rester entre nous et se refaire une contre-société presque, ce serait presque aussi, je pense, en tout cas, laisser tomber ces brebis-là, alors qu'il faut aussi, je crois, aller les chercher par la main, leur montrer qu'il existe des communautés fortes que nous allons créer, que nous créons déjà, je le vois par le biais d'Academia Christiana que je connais bien, et voilà, d'autres mouvements que j'ai pu citer par ailleurs. Mais il y a aussi, voilà, tous ces gens-là qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. On a des frères là-bas et qui se trompent, comme dans une famille, on peut ne pas s'entendre avec nos frères et sœurs. Il est important, je crois aussi, d'aller les chercher et de ne surtout pas les laisser tomber.
tomber aussi dans cette entrise qui fait qu'on aimerait rester juste entre nous, entre gens qui s'entendent bien. Je pense que c'est nécessaire aussi de remettre ça en avant et aussi donc être dans notre ZAD, mais aussi un petit peu avec le monde. Je crois que la question de l'éducation viendra après, mais voilà, d'aller chercher aussi ces gens-là qui ont besoin de se rattacher à quelque chose, qui ont une soif, notamment vers la jeunesse. On le voit, beaucoup se tournent vers des cultures. Là, on voit aujourd'hui, que ce soit dans le langage, dans la musique, beaucoup le rap est très prisé. Il y a cette recherche, je pense, d'idéal face à des cultures extrêmement fortes qui arrivent et qui s'assument. Et je pense que c'est à nous de remettre en fait notre culture, parce qu'on est chez nous, de la réassumer et puis de faire en sorte que ces gens-là, ces jeunes, entre autres, reviennent en fait à l'essentiel. Oui, justement, je voudrais rebondir sur votre position. Vous qui êtes un mouvement de femmes, de féministes anticonformistes en tout cas, qu'est-ce que vous proposez finalement comme modèle pour les femmes modernes aujourd'hui ? Comment est-ce que vous les voyez ? Quel rôle vous avez envie de leur donner ? Écoutez, moi je pense que, en tout cas, après avoir un petit peu étudié quand même le féminisme et ce qu'il peut apporter ou ce qu'il peut aussi enlever, parce qu'il y a plusieurs féministes, je crois, il y a autant de féministes que de femmes, disait quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense que ça s'applique pas mal pour nous notamment. Je pense qu'aujourd'hui le féminisme, en tout cas identitaire tel que nous le prenons, est essentiel parce qu'on a quand même des droits qui ont permis aujourd'hui que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, sans pour autant être tout en restant dans la complémentarité. Je crois que les deux peuvent quand même s'entendre. On a des droits qui sont inscrits dans les textes juridiques, dans le code civil, dans la Constitution. Je pense que ce seront nos meilleures armes quand des personnes qui arrivent, qui envahissent en tout cas le pays avec des idées très arriérées et des idées où on cache les femmes derrière des voiles. Le code civil, l'aspect juridique, le fait qu'en fait on ait des droits qui soient actés seront notre meilleure arme, en tout cas pour peut-être en tout cas lutter un maximum ou gagner du temps sur un grand remplacement qui est bien là. Je pense qu'en tout cas il faut prendre ça au sérieux et je pense qu'il faut que les femmes revendiquent ces droits-là en tout cas. Dans un second temps, moi, en tout cas nous, comment on voit les choses, c'est qu'il faut aussi être dans une logique de natalité. Je pense qu'on l'a beaucoup perdu par le fait qu'on prônait la femme indépendante, etc. et qu'elle ne pourrait pas être heureuse si elle ne travaillait pas. Aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de femmes aussi sont caissières chez Auchan. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure source d'épanouissement, alors que certaines peut-être auraient aimé être mère de famille et pouvoir avoir aussi ce côté-là. Nous, ce qu'on propose, en tout cas dans notre mouvement, c'est que considérer le statut de mère de foyer, mère de famille, comme un statut de travail à part entière. Un statut à protéger. À protéger déjà énormément, à revaloriser, parce qu'on a beaucoup cette idée, en tout cas, on nous a dressé l'aspect que la mère au foyer, une bobonne, etc., pas sexy, alors que ce n'est pas du tout le cas, je crois. Et je pense qu'il faut revaloriser aussi ce statut-là et devrait être vraiment dans cette logique de oui, beaucoup de femmes ont la volonté, en tout cas, de pouvoir, de vouloir s'occuper de leur enfant, peut-être aider dans les financements aussi à ce niveau-là, plus revalorisé à ce niveau-là pour que ce soit considéré presque comme un salaire à part entière. Nous, on est vraiment là-dedans. Et puis, je pense que ça peut être pas mal. Après, voilà, il y a des femmes, il y a des Jeanne d'Arc qui ne sont pas faites parfois aussi pour s'occuper à temps plein de leurs enfants. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte et ne pas être dans juste la vocation de la femme et la natalité, même si tous les mois on nous le rappelle. Mais je pense qu'il faut être aussi dans ça et rappeler que oui, le statut de mère au foyer est un très très beau statut et devrait être encore plus valorisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà en tout cas ce que je pourrais proposer aux femmes qui m'écoutent. On a deux hommes autour de la table et en plus de Françoise. Est-ce que vous avez des points à ajouter à cette intervention d'Alice ? Bon, je crois que ce qu'elle dit est tout à fait, c'est parfait. Effectivement, c'est un féminisme auquel on n'était pas habitué jusque-là, quand on entend le discours dominant de la gauche depuis 50 ans. Enfin, les Simone de Beauvoir et autres. C'est assez extraordinaire d'ailleurs, en fait, cet appel à retourner au travail après une grossesse, parce qu'en plus, il n'y a même pas de place dans les crèches, en fait. Donc, c'est incroyable dans les métropoles. Peut-être vous alliez rebondir sur quelque chose d'autre, Victor. Non, effectivement, je pense que, comme vous l'avez souligné, cette libération a été au final un peu une forme d'aliénation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui a toujours désiré finalement pouvoir se consacrer aux enfants, mais je pense que c'est aussi une responsabilité pour
pour le père, de pouvoir justement faire en sorte que son épouse puisse finalement rester à la maison et s'occuper des enfants. Et moi, pour voir mon épouse au quotidien, je me rends compte que c'est un vrai métier quand même, de faire tourner une maison et puis voilà, ça recouvre énormément de choses. C'est aussi l'importance d'être un mari, surtout en fait quand on l'a pas vécu dans sa propre famille. Il y a aussi en fait un réapprentissage justement je pense qu'on est nombreux finalement dans nos générations à être parfois enfants uniques, d'avoir été beaucoup gâtés, etc. Redécouvrir justement ce que c'est que la charge parentale, c'est effectivement, ça nécessite une forte implication des hommes aux côtés de leurs épouses. Voilà. Alors comment est-ce que concrètement on élève ces enfants aujourd'hui? On dit qu'il faut tout un village pour élever des enfants, on revient à une certaine forme de communautarisme. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient dans ce monde mais pas de ce monde? Alors je pense que quand on regarde les plantes, quand on fait un potager... c'est un petit peu, c'est comme les enfants. C'est pas vrai que les jeunes pousses, elles ont besoin parfois d'être sous serre, de plus de protection justement que les vieux plants, qui eux parfois ne succombent pas aux rigueurs de l'hiver. Bien, je pense qu'il en est de même pour l'enfant. Je pense que l'enfant a besoin de grandir dans un cadre relativement stable et protégé. Ça ne veut pas dire que les enfants doivent grandir dans du coton. Sous cloche, bien sûr. Mais néanmoins, avant justement de se confronter à une altérité violente, ils doivent d'abord acquérir des repères. On doit d'abord aussi les nourrir finalement des aliments les plus essentiels. Je pense par exemple à la redécouverte des grands mythes fondateurs de l'Europe. Des hauts lieux justement de notre civilisation. Je pense qu'on a besoin finalement de nourrir ces enfants par leur passé, par leur héritage familial, par une certaine forme de piété familiale à l'égard de nos ancêtres, leur faire redécouvrir justement par le biais de la généalogie, etc., par le biais aussi de toute la culture locale, de les nourrir de cela. Et ensuite, ils seront capables, une fois qu'ils auront été construits, d'aller justement vers des choses autres et de faire leur propre chemin par eux-mêmes. Mais aussi, je pense qu'une des tentations qui peut être un peu la nôtre à notre époque, c'est l'enfant roi, l'enfant trop gâté, et on a besoin aussi de construire des caractères, des enfants qui soient forts, prêts à affronter le monde. Et donc aussi, pour forger leur caractère, il faut leur imposer des limites. Il faut d'une certaine manière restreindre un peu nos envies de gâter nos enfants. Nos enfants ont besoin aussi parfois d'apprendre à s'ennuyer, de ne pas avoir des milliers de jouets autour d'eux en permanence, et parfois aussi qu'on leur dise non. Donc je pense que c'est vraiment important de former leur caractère. Et puis une troisième chose qui me vient vraiment à l'esprit, c'est l'importance des amitiés saines. Et c'est pour ça que je pense que le cadre communautaire permet aussi justement ce développement des amitiés qui sont quand nos enfants sont aussi les enfants de nos amis, etc. Quand on voit justement, quand on est plusieurs amis, justement, avoir des enfants dans la même génération et avoir nos enfants s'épanouir ensemble, je pense que c'est aussi une grande force pour eux dans un monde justement où la solitude sera une faiblesse supplémentaire. C'est une belle concrétisation aussi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus, sur ce sujet ? Moi, j'ajouterais, je suis totalement d'accord avec Victor là-dessus. Je pense que l'aspect communautaire peut vraiment forger l'enfant et faire en sorte qu'en fait, il se sente bien à sa place. Ça peut être aussi le problème quand on est dans un monde qui est en totale contradiction avec sa propre famille, d'être finalement happé par l'autre et de ne pas être assez séduit par le mode de vie, en tout cas, ou l'éducation que nos parents nous ont donnée. C'est le grand piège, je crois. Et l'aspect communautaire peut justement répondre à cela, puisque quand on a un groupe d'amis, on est fort. Et voilà. Je pense qu'un deuxième truc que je pourrais apporter, une deuxième idée, en tout cas, même deux idées. La deuxième, ce serait aussi qu'il côtoie un tout petit peu le monde extérieur plutôt que d'être confronté de façon extrêmement violente et qu'il n'y soit pas préparé. Ça peut être par la musique, par l'apprentissage d'un sport, qu'il y ait un minimum quand même un pied dedans sans pour autant y être entièrement. Et la troisième chose qui va être fondamentale, je pense notamment pour les générations suivantes, c'est apprendre à se défendre physiquement, que ce soit pour les petits garçons ou pour les petites filles qui grandiront. On est quand même dans une société extrêmement violente, avec des gens qui ont une culture extrêmement violente, voire cruelle en face de nous, et si on ne leur apprend pas, je pense, dès le plus jeune âge à savoir se défendre, et pas que verbalement, j'entends, je pense que ça pourrait être assez compliqué de survivre. En tout cas, je pense qu'il faut aussi prendre en considération cette chose-là. Jean-Yves, peut-être un mot Je crois que c'est très important que ce soit Alice, qui est une jeune femme, qui évoque la nécessité, effectivement, pour les jeunes garçons, mais aussi pour les jeunes filles ou les jeunes enfants, d'apprendre à se défendre et à se battre, oui, parce que le monde qui vient sera un monde difficile. Ça, je crois que c'est bien de le dire. Il y a un mot qui a manqué, me semble-t-il, au cours du débat, et qui est, je crois, assez important pour les enfants ou les jeunes, c'est le mot scoutisme.
Et je suis très frappé quand on voit des instituts de formation, que ce soit l'IFP, Academia Christiania, Génération Identitaire ou l'Institut Iliade, beaucoup des jeunes hommes ou des jeunes femmes qu'on y retrouve sont passés au préalable par un mouvement scout, qui peuvent être très différents, d'ailleurs il y a quand même différents mouvements de scouts, mais qui donnent quand même une forme de vie communautaire et qui apprennent quand même cette chose extraordinaire dans le monde contemporain, c'est qu'il peut faire froid, qu'il peut pleuvoir, et qu'apprendre à dormir dehors, c'est un assez bon apprentissage de la vie. Et je pense qu'ensuite ça se retrouve, et c'est un des éléments de la communautarisation. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment à tous de nous avoir suivis pour cette table ronde qui se clôture maintenant. Je crois qu'on a eu des interventions très intéressantes, des bons points à souligner. Maintenant, vous avez les clés entre vos mains pour faire du communautarisme quelque chose de naturel et le transmettre à vos enfants.